Alors, avant de commencer, je voudrais déjà remercier, en tout cas, les organisateurs de cette journée qui, une fois de plus, nous invitent à partager et réfléchir autour de la situation de notre pays, le Congo. Mais en même temps, le Congo n'est pas seul dans ce bateau monde. Le Congo est un pays qui est en relation, en tout cas avec les autres pays africains et avec le monde. Et d'ailleurs, les Chinois ont une formule qui dit que la Chine va vers le monde et le monde va vers la Chine, pour symboliser la rencontre. Ce qui fait que dans mon exposé, je ferai sans cesse des va-et-vient entre le Congo et les autres pays africains et pourquoi pas l'Europe, l'Amérique, peu importe. Mais le but, l'essentiel, c'est que nous puissions nous comprendre et nous puissions vraiment intégrer le discours. Alors, quand j'ai été contacté par ces jeunes frères de la jeunesse panafricaine qui m'ont demandé de réfléchir sur un thème, j'ai pensé tout de suite au thème de tradition et modernisme. Tradition et modernisme parce que, à mon sens, l'Afrique en général et le Congo en particulier restent un peu une terre bloquée entre deux, c'est-à-dire entre tradition et modernisme. Il y a ce conflit qui est toujours là, mais dont les gens ne sont pas toujours conscients que nous avons aujourd'hui des traditions certainement qui nous empêchent d'avancer vers le chemin du développement. Et nos hommes politiques, dans la grande majorité, s'embrouillent là-dedans. Tantôt, ils jouent avec le modernisme en faisant des beaux discours et en disant que le Congo va devenir un pays émergent, le Congo va être un pays développé. Mais très vite, vous retrouverez aussi dans leur discours des éléments qui laissent à penser qu'ils veulent encore se replier sur leur culture d'appartenance, sur leur culture d'origine. Et donc, je souhaitais aujourd'hui échanger, discuter autour de ces deux concepts, hein, la culture et puis le modernisme. Alors, attention, ce que nous allons échanger ici ne va pas épuiser le débat. Le but, c'est de lancer ce débat autour des traditions chez nous. Qu'est-ce que la tradition? Pourquoi la tradition? Comment on en est arrivé à cette tradition? Et est-ce qu'aujourd'hui, quand les hommes politiques africains, congolais en particulier, ou même les populations congolaises, quand on parle au Congo au nom de la culture et des traditions, qu'est-ce que cela veut dire et à quoi on est en train de faire allusion? Donc on va essayer de voyager comme ça, et puis on verra par la suite si la tradition, si la culture, comme on en parle chez nous, si déjà nous savons de quoi nous parlons, et si cela peut nous aider à nous en sortir demain, c'est-à-dire à nous sauver, puisque aujourd'hui, l'Afrique court un grand danger, Ebola, les guerres civiles, les dictatures, les gens qui veulent se maintenir au pouvoir. On a entendu certains dire, vous savez, les Africains aiment la culture du chef. Tout peuple aime un chef. C'est pour cela que dans tous les pays, il y a un président ou un roi. C'est parce que c'est inhérent à l'être humain. Il y a toujours des chefs. Mais quel chef? Pourquoi et comment? Voilà. Est-ce que les présidents actuels sont les héritiers des rois et empereurs africains d'hier? Voilà. Puisque, semble-t-il, on aime la culture du chef. Donc, pour amorcer ce débat, je voudrais ici vous lire deux définitions, en tout cas de ce que on entend par la culture. Alors, la première chose, mais c'est ce qu'on a appris un peu à l'école, notamment au lycée, les professeurs notamment de philosophie ou de littérature nous parlaient de Rabelais. Hein, Rabelais disait, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est-à-dire qu'un être humain est un être de culture. Donc, peu importe où il se trouve. Alors, nous avons certainement regardé ce film Robinson Crusoe. Eh bien, un homme seul, isolé,
dans une île, en tout cas, n'existe pas. Un être est toujours connecté à une culture d'appartenance qui a été transmise de génération à génération par la famille. Donc, l'être humain qui naît seul ou qui tombe comme ça du ciel, comme Minerve est tombée de la tête de Jupiter, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, le grand doute quant à cet homme qu'on a connu dans l'histoire sous le nom de Jésus-Christ, le grand doute chez les Juifs, c'était que le Christ devait tomber du ciel. Or, un être qui est né de Marie et de Joseph, comment peut-il se prévaloir du titre de Christ? Donc, tous les êtres humains naissent d'une femme. En attendant, on verra après ce que la science et la technologie, notamment la manipulation génétique dans le clonage de reproduction, nous dira. Mais pour le moment, on est d'un homme et d'une femme au sein d'une famille qui nous transmet une culture. Et c'est pour cela que quand Rabelais dit la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié, c'est parce que quand on se retrouve seul, quand on ne sait plus quoi faire, quand on est bloqué, eh bien, on ne peut que réagir en fonction des éléments de sa culture d'appartenance, de ce qu'on a appris dans sa famille. Donc chaque famille transmet tout ce qui est comportement, tout ce qui est habitude, tout ce qui est même la façon d'enterrer les morts, les croyances, les mythes, les mythologies, tout ce qui est cosmogonie, puisque une culture c'est toujours une représentation de l'univers. Donc il n'y a pas de culture supérieure pour se prétendre la fin de l'histoire, puisqu'on a entendu parler des races supérieures qui ont un droit vis-à-vis des races inférieures, et il n'y a pas de culture inférieure pour qu'elle soit éradiquée ou même éliminée. Voilà, il n'y a ni culture supérieure pour se prétendre la fin de l'histoire, ni culture inférieure pour qu'elle disparaisse. Donc, la première définition que je vous propose, d'ailleurs c'est une définition de l'anthropologue britannique Edward Bernard Taylor, qui dit que la culture ou civilisation, pris dans son sens ethnologique le plus étendu, est ce tout complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes et autres capacités ou habitudes acquises par l'homme en tant que membre de la société ou tout simplement acquises à partir de la famille, ça peut être du clan, ça peut être de toute une ethnie. Donc, par contre, de son côté, Claude Lévi-Strauss affirme que toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels se placent le langage, les règles matrimoniales, les rapports économiques, l'art, la science, la religion. Tous ces systèmes visent à exprimer certains aspects de la réalité physique et de la réalité sociale. Et plus encore, les relations que ces deux types de réalités entretiennent entre eux et que les systèmes symboliques eux-mêmes entretiennent les uns avec les autres. Alors, ce n'est pas anodin si Lévi-Strauss introduit les règles matrimoniales. Lévi-Strauss, dans l'anthropologie, c'est celui qu'on appelle aussi le père de l'anthropologie structurale. C'est lui qui théorise l'anthropologie structurale et surtout, il a repris certains travaux pour affiner ce qu'on appelle aujourd'hui l'endogamie, notamment les règles de choix en termes de femmes. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir les femmes à l'intérieur du groupe, on va plutôt choisir les femmes à l'extérieur du groupe pour respecter cette interdiction de l'inceste. Et pour Claude Lévi-Strauss, c'est critiquable. Hein? Il dit l'inceste, l'interdit de l'inceste est l'acte par lequel les hommes sont obligés d'aller chercher les partenaires en termes de mariage à l'extérieur du groupe. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir alors de ces deux définitions? On peut retenir le fait que la culture est un élément global et globalisant. La culture, ce n'est pas un aspect de la vie. La culture, quand on parle de culture africaine, généralement, on ne sait pas de quoi on parle, hein, puisque l'Afrique, ça fait quand même 54 pays, c'est ça? Et on verra tout à l'heure, puisque j'ai pu sélectionner quelques pays, mais j'ai sélectionné sans a priori, j'ai pris comme ça, juste pour montrer, pour illustrer un peu le discours qu'on est en train de donner. Donc, dans chacune des cultures, les gens se définissent toujours comme étant les meilleurs.
hein, cette question de la culture supérieure, comme pendant la colonisation. Jules Ferry ou Kipling ont théorisé autour des races supérieures qui auraient un droit vis-à-vis des races inférieures. Mais ce que les anthropologues et les ethnologues nous apprennent, c'est que chaque culture se définit toujours comme la meilleure. Et depuis l'Antiquité, nous avons eu successivement, si on prend les Grecs se sont toujours considérés comme des gens civilisés et que les autres sont des barbares. Pour les Grecs, les hommes civilisés sont ceux qui vivent dans les cités. La cité étant considérée comme la forme la plus aboutie de l'organisation politique. Donc, celui qui est homme et civilisé, il a forcément fondé une cité. Si une catégorie humaine n'a pas fondé de cité, eh bien, c'est que cette catégorie est considérée comme barbare, comme sauvage, proche de l'état des natures. À la suite des Grecs, vous avez des Romains qui vont considérer comme barbares ceux qui ne vivent pas à l'intérieur des frontières de la Rome. Vous savez, dans l'Empire romain, il y a des frontières. Donc, au-dedans, vous avez les civilisés, au-delà, vous avez les barbares, avec comme objectif que les civilisés puissent apporter aux barbares ce qu'on appelle la civilisation. Et d'ailleurs, la colonisation a été aussi motivée, entre autres, par des raisons économiques, mais aussi par des raisons idéologiques de type ceux-là qui ne connaissent pas la grande industrie, ceux-là qui ne produisent pas, encore qu'il faut définir ce qu'est une production matérielle, mais ceux-là qui ne produisent pas, eh bien, ils sont proches de la nature, donc c'est des sauvages. Et nous, notre rôle, c'est d'aller les civiliser. Mais si nous réfugions à l'intérieur de la culture africaine, il y a des expressions qu'on a tous entendues. Certains se définissent comme Yeto, Baou, Bisso, Bango, Beto, Baou, c'est tout. Toute culture a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que ma culture, à moi, elle est toujours la meilleure. Hein? Ma nourriture, la nourriture de ma culture, elle est toujours la meilleure. Pour un Bakongo du Poule, manger les chenilles, c'est meilleur. Et pour un homme du Nord, le Jando, manger le caïman, c'est meilleur. Tout comme pour le Vili, manger son doukou daga, c'est une très bonne chose. Tout comme sur le type du Niari, qui mangeait son boita le matin avant d'aller au champ, c'est la meilleure des choses. Donc, on ne doit pas voir les cultures comme étant des choses dangereuses. Non, une culture, elle définit les modes de fonctionnement du groupe. Des membres du groupe du groupe d'appartenance. Donc, si je suis enfant, c'est que j'ai un père. Parce que dans le groupe, que ce soit le groupe famille ou le clan, il y a aussi ce qu'on appelle les liens de parenté. La parenté du sang ou la parenté par alliance, par les termes du mariage. Bien qu'en Afrique, la parenté, on ne sait pas où ça commence, où ça s'arrête, tellement que, voilà, comme on disait au Congo, c'est kilométrique. Donc, la culture est là pour rassurer. La culture est là pour sécuriser l'individu. La culture est là pour donner à chaque citoyen, à chaque individu, une place, une fonction et un rôle. Par exemple, si on arrive, on part en voyage, hein, si vous lisez les écrits des anthropologues, au début, ils arrivaient quelque part dans l'Amazonie haute et ils voyaient des enfants jusqu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire 10 ans, ils étaient souvent nus. Et on disait des enfants sont nus. Et des fois, les enfants ne sont pas nus. Parce que même la nudité, c'est une conception culturelle. Parce que chez ces peuples où les enfants sont forcément des êtres asexués, donc il n'y a pas d'intérêt de leur mettre des caches-sexes ou des habits. Dès lors qu'on a subi les initiations qu'on appelle les rites d'initiation et les rites de passage, c'est-à-dire on a maintenant une fonction sociale, et bien on va obtenir des objets en fonction aussi de ce qu'on va faire. Un pêcheur va obtenir des filets ou autre, un chasseur va obtenir des flèches et autres, un agriculteur va obtenir sa houe, ainsi de suite. Et les filles et les garçons qui sont maintenant en âge de participer à la vie sociale, en ce moment-là vont recevoir tout ce qui est habits et autres. Donc, quand on arrive dans une culture donnée, on ne peut pas très vite interpréter ce que l'on voit sans pénétrer, mais vraiment, la connaissance, la cosmogonie, les représentations de cette culture. Alors, pourquoi je vous parle
de tout ça, et c'est là où nous allons rejoindre nous allons donc rejoindre notre document PowerPoint. Je vais commencer par le pays qui nous concerne tous, le Congo. Donc, si nous considérons que chaque culture a sa définition de l'univers, si nous considérons que chaque culture a son comportement, alors attention, je ne suis pas en train de dire quelle est la bonne ou la mauvaise culture, quelle est la culture supérieure, quelle est la culture inférieure. Non, je dis seulement chaque culture se pense comme elle se pense. Nous, les autres. Voilà. Alors, nous avons ici la carte du Congo. Ça, c'est une carte que nous avons héritée de la colonisation. Ça ne fait rien. Le problème n'est pas là. Notre problème, c'est quoi? C'est que, en quoi le type qui est dans la Likwala a une photo? Est-ce qu'il est concerné par la culture de celui qui est dans le Kwilu? Bonne question. Celui qui est dans le Poul, quel est le lien culturel avec celui qui est dans la Sangha ou dans la cuvette ouest? Quand bien même que celui qui est dans la Likwala, il n'a pas les mêmes représentations culturelles que celui qui est dans la Sangha. De même que celui qui est dans la Bouenza, est-ce qu'il y a des liens culturels avec celui qui est dans la Lekumu ou le Niari qui sont à quelques kilomètres? Voilà une question que nous ne nous sommes jamais posées. Donc, ça, c'est la première des cartes. On va prendre une deuxième carte. Et d'ailleurs, ce que je n'ai pas dit au sujet du Congo, retenez-le, on va peut-être revenir là-dessus. Le Congo compte au moins 80 ethnies. Le Congo compte au moins 80 ethnies. Alors, nous avons le cas par exemple du Kenya. Le Kenya doit avoir entre 200 ou plus de 200 ethnies regroupées dans des grands groupes ethniques. Ça, c'est des images que j'ai reprises sur des sites internet. Hein. C'est pas des images que j'ai. Mon but, ce n'était pas de faire un cours ou une intervention sur les ethnies du Kenya, mais de montrer qu'il y a une pluralité des cultures. Il y en a plusieurs, il n'y a pas une seule culture. Et tout comme au Kenya, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on traverse des cultures différentes. Nous avons le cas de notre voisin, la République démocratique du Congo, près de 2 500 000 km², alors près de 60 millions d'habitants. Alors il faut savoir que la RDC comme le Nigeria, je crois, font partie de ces pays africains pour lesquels on ne sait pas toujours combien les gens sont, puisque les recensements posent toujours problème. Donc on peut comme ça extrapoler autour de 60 millions d'habitants. Donc du nord au sud, pareil, de l'est à l'ouest, au centre, le Kasaï oriental, et ce que on trouve au Kasaï oriental les mêmes identités culturelles que le Haut-Congo, ou l'Équateur, ou encore le Bandundu, ou le Katanga. Et d'ailleurs, même à l'intérieur du même groupe ethnique. Alors, je veux peut-être vous étonner, si vous lisez certains livres d'anthropologie, on parle des Congos nord-occidentaux. Par exemple, si on prend les Congos nord-occidentaux, chez nous, vous avez les Kamba-Dondo, qui font partie du Royaume Congo, les Bembe font partie du Royaume Congo, les Kuni font partie du Royaume Congo, alors que les Bapounou, leurs voisins, ne font pas partie du Royaume Congo, ne sont même pas Congo. Et pourtant, aujourd'hui, les deux ont, comment on appelle ça, le même espace géographique qui est le département du Niari. Mais dans le département du Niari, ce sont des Bakouni qui viennent du Royaume Congo, de ce qu'on appelait le Congo d'Antotila, alors que les Bapounou ont une autre migration. En tout cas, ils ont pris d'autres routes migratoires, mais ils se sont retrouvés là. Donc, la question de la culture, quand on parle de la culture, c'est une question qui est très sensible, qu'on ne peut pas balayer comme ça. Et au final, nous avons donc notre carte de l'Afrique. Alors, si nous prenons seulement l'Afrique noire, si on dit la culture africaine, parce que vous voyez souvent les chefs d'État africains à l'Union africaine, ils disent « Ah non, nous les Africains, nous avons notre culture, mais laquelle ?» Et quand je les regarde dans la télé parler, la question que je me pose, mais attendez, cette question, que ce soit la question de la Constitution, on va peut-être arriver là-dessus,
que ce soit la question alimentaire, que ce soit la question de mariage, comment on peut parler d'une seule culture? Même à l'intérieur d'un pays, vous avez des régions qui sont matrilinéaires et des régions qui sont patrilinéaires. C'est-à-dire des régions matrilinéaires, c'est-à-dire les modes de succession se font par la femme, donc le neveu succède à l'oncle, alors que dans le même pays, vous changez de région, et bien vous êtes dans un système où c'est le fils qui succède au père. Et quand les deux familles se marient, comment on partage l'héritage? Voilà des questions auxquelles les anthropologues, les sociologues, les historiens, les juristes, les religieux doivent nous aider à réfléchir là-dessus. Allez-y au Congo, allez-y au Congo démocratique, au Cameroun, au Kenya, c'est pareil. Vous verrez que quand quelqu'un meurt, les successions, c'est toujours des bagarres, de la sorcellerie, voilà. Toutes ces considérations réapparaissent parce que des questions d'identité culturelle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons un pays comme la France, vous savez, les départements ou les régions françaises sont aussi reliés à des représentations culturelles. Même si aujourd'hui, ce qui domine, c'est la culture de la République. Et mon propos aujourd'hui, c'est de savoir comment partir d'une pluralité de cultures, comme ça, au Congo, on a beaucoup d'ethnies, au Kenya, au Congo démocratique, au Cameroun, au Burundi. Comment arriver à construire ce qu'on appelle une culture nationale? Et pourquoi nous avons du mal à construire cette culture nationale? Alors, en faisant quelques recherches et analyses, il faut peut-être repartir dans l'histoire. Il faut savoir que les pays africains dont nous avons parlé tout à l'heure tirent leur structure de l'héritage colonial. D'accord, hein? Le Congo actuel, c'est les frontières que nous avons héritées de la colonisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous reculons dans l'histoire, nous trouvons des terres du nord qui appartenaient à d'autres royaumes ou aux chefferies, des terres du sud qui appartenaient au Téké, au Congo, hein, le royaume Congo, qui était un royaume qui était plus tiré vers la République démocratique du Congo et l'Angola, et puis un peu vers les confins du Mozambique ou de la Zambie. Et ce sont, après la conférence de Berlin, il y a eu une course à la conquête des terres africaines. Donc la France et l'Angleterre se sont constitués de grands empires coloniaux et ils ont occupé les terres en ne tenant pas compte des réalités culturelles. De toute façon, en Europe, on avait déjà les États-nations. Et ceux qui viennent conquérir les terres africaines, ils ne sont ni anthropologues, ni historiens. Ils ont d'autres soucis. Ce sont des soucis en termes de conquête des terres pour l'économie occidentale et en termes de géopolitique. Puisque, si vous lisez les discours de Jules Ferry, au XIXe siècle, il parlait déjà en termes de stratégie militaire, qu'il fallait occuper certains territoires parce que ça va servir de port de relâche pour nos bateaux, de points pour les matières premières, pour nos commerçants. Donc, nous avons hérité ce territoire-là, et quand le président de la République, qui s'appelle Youlou, Massamba Deba, Gouabi, Yobi, Sassou I, Lissouba et Sassou II, quand il parle au nom de la culture congolaise, on peut me dire, il s'agit de quelle culture? Est-ce qu'on va appliquer la culture de la cuvette ouest parce que Sassou vient de là? La culture du Niari parce que Lissouba vient de là? La culture de la cuvette parce que Ngouabi et Yobi viennent de là? Ou la culture du Poul parce que Youlou et Massamba Deba viennent de là? Alors, les autres qui n'ont jamais eu de président, ils vont faire quoi? Voilà la grande question à laquelle nous devons aujourd'hui répondre. Voilà notre problème actuel. Et vous regardez le fonctionnement de nos pays, dès que vous dites quelque chose à quelqu'un, il vous dit « Ah, mais tu sais, c'est notre culture. » Mais laquelle? Mais celui qui vous le dit, il roule en 4x4. Ah, là, on a oublié la culture. Il est habillé en costard Kenzo ou Yves Saint Laurent. Ah tiens, je ne sais pas si Yves Saint Laurent, c'est un costume fabriqué à Oyo, ou fabriqué à Pointe-Noire, ou peut-être fabriqué à Madingoukaï. Et il a des chaussures Jean-Marc Weston. Et le type te parle
de la culture. Ah, mais tu sais notre culture. Soyons sérieux. Même, je vais aller plus loin, même dans le mariage. Ah oui, chez nous, il faut épouser chez papa, après chez maman. Si papa demande 1 million de francs CFA, maman aussi va demander 1 million de francs CFA, d'accord? Mais le franc CFA est fabriqué où? Dans une banque, dans une société de Boko? Ou dans une usine de Mfouati? Oublions même que le franc CFA, ce n'est pas notre culture. Le franc CFA est une monnaie qui est venue avec le colonisateur. C'est le colonisateur qui a fabriqué le franc CFA pour gérer économiquement la colonie. Et voilà qu'on fait entrer l'argent dans notre culture et on dit, chez nous la dot, c'est 400 000 francs CFA. Ah bon? Mais ça date de quelle époque? Voilà. Si vraiment on veut rester dans nos cultures, ça veut dire que la dot, il faut qu'on aille ramasser les coris. Il faut qu'on amène juste le mouton et le tsamba. Mais pas de vin rouge, parce que le vin rouge aussi, ce n'est pas la culture africaine. Les plantations de vin rouge, on les trouve où? Au Gabon? À Mayoko? Voilà. Donc, quand nous parlons de la culture, il faut se poser la question, mais de quoi on est en train de parler? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette envie de dire nos cultures, nos cultures, nos cultures? Donc, aujourd'hui, le défi du Congo et de l'Afrique, c'est de dépasser la culture et d'aller vers la modernité. De toute façon, on n'a plus le choix. Le problème de la voiture de l'histoire, c'est que c'est une voiture qui a une manette sans marche en arrière. On ne peut pas reculer. Tout au moins, nous avons un rétroviseur pour regarder vers le passé. Quand on ne sait plus où on va, on regarde au moins d'où on vient. C'est-à-dire se servir du passé pour avancer. Et si je parle de tout ça, c'est pour que nous puissions prendre conscience que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique et spécialement dans notre pays, nous sommes à un carrefour. Soit de façon ferme, nous disons, nous allons vers la modernité. Et donc, ces présidents à vie, ces ministres qui ne savent pas ce qu'ils font, ces responsables qui ne savent pas quel est leur travail, on n'en veut plus. Parce que nous voulons de la modernité et nous allons mettre un cadre de travail qui va nous permettre d'y accéder. Soit nous allons sans cesse nous cacher derrière nos cultures. J'aimerais bien qu'on me dise laquelle. Il y a par exemple un fait qui s'est passé sur Télé Congo, mais que moi en tant que Congolais, peu importe d'où je viens, mais moi en tant que Congolais, ça m'a meurtri, c'est de voir le président de la République qui invite les sages du Niari, les sages du Niari à Ivo, pour parler du changement de la Constitution, d'accord? Et les sages de la Sangha, ils ne sont pas concernés par la Constitution? Et les sages de la cuvette à côté, ils ne sont pas concernés? Les sages du poule, ce n'est pas leur problème la Constitution? Et au final, il reçoit les sages du Niari, mais il parle dans sa langue maternelle. Alors, il faut savoir une chose, dans une république, le président ne parle jamais en langue maternelle quand il s'adresse à la population. Jamais. Dans une république, que ce soit Yulu, que ce soit Lissouba, que ce soit Massamba Deba, Ngwabi ou Yobi, ou Sassou, un président ne s'adresse pas à la population dans sa langue maternelle. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et moi, je regardais ces images, je me dis, mais est-ce que les Congolais comprennent ce qui se passe? Comment le président s'adresse aux gens dans sa langue maternelle? Le président vient de valider le tribalisme, point. Le président vient de violer la Constitution, point. Donc j'étais chez moi, je me dis, mais c'est pas possible quoi. Même Lissouba n'aurait pas fait ça. On n'a jamais vu Lissouba s'adresser aux gens en Zambie. On n'a jamais vu Massamba Deba s'adresser aux gens en Congo ou en Lari. Et là, je me dis, on a pris une tangente qui est dangereuse. Il faut très vite corriger les choses. Si nous sommes une république, nous avons eu l'indépendance. On est devenu un État moderne. Il y a une chose que nos aînés ont raté de faire. La construction de la nation et de l'État. Attention, l'État ce n'est pas quelque chose qui existe de fait. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une construction. La nation aussi, c'est une construction. Ça veut dire quoi la nation? Dès lors que moi je viens de la Nikwala, je viens de la Sangha, je viens du Kwilu ou du Poul, peu importe des plateaux, en quoi je dois reconnaître l'autorité de Yulu, de Sassou, de Lissouba, de Massamba Deba ou de Yobi? Pourquoi je dois reconnaître leur autorité alors qu'on n'est pas de la même tribu, on n'est pas de la même famille? Nous tombons là dans le domaine du contrat social et du contrat politique. Donc, moi des plateaux, moi de la Nicolas, moi du Poul, moi de la Sangha, je reconnais l'autorité du président parce que nous formons une communauté nationale. Mais si nous sommes une communauté nationale, alors quel est le contrat qui nous lie?
Pourquoi je dois respecter le gouvernement? Et donc, qu'est-ce que le gouvernement fait pour moi? Pourquoi je dois reconnaître l'autorité du président? Et donc, qu'est-ce que le président en retour fait pour moi? Je ne dis pas de me donner de l'argent ou des guéris. Non, là n'est pas le propos. Le contrat social suppose que tout à l'heure, quand on parlait des familles, donc ça suppose quoi? Ça suppose que moi, président de la République, je mets en place des lois pour garantir la sécurité des familles, c'est-à-dire les allocations familiales, les aides à la scolarité, je mets en place les écoles qu'il faut, l'université qu'il faut pour que les jeunes étudient, les jeunes étudient dans de bonnes conditions, et quand ils ont fini, ils ont du travail. Pas forcément le travail en tant que fonctionnaire, en tant qu'État, dans l'État, non. Mais l'État met en place des politiques incitatives pour que le privé vienne investir, pour que le privé puisse créer du travail. Parce qu'il faut savoir que le rôle de l'État, c'est d'abord veiller à l'inflation, qu'il n'y ait pas trop d'inflation, et qu'il y ait moins de chômage. Et pour cela, l'État utilise deux choses, la politique budgétaire et la politique monétaire. Mais je ne parle pas de l'État français. L'État, c'est l'État, peu importe où on se trouve. Il n'y a pas un État congolais, ah non, nous, c'est nos cultures. Je vous dis, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ce discours parce qu'on ne va pas avancer. L'État, c'est l'État. Le président, c'est le président. Il n'y a pas un comportement pour le président français et un comportement pour le président africain, un comportement pour le président chinois ou américain. Non, c'est un président point barre. Si le président français s'occupe du chômage, le président congolais doit s'occuper du chômage. Si des gens comme le François Soudan vous disent que le chômage au Congo, ce n'est pas le problème de Denis Sassou Nguesso, comme il écrit dans Jeune Afrique, d'ailleurs, nombreux sont ceux qui ne lisent même plus ce magazine, ça, il est en train de tromper les gens. Parce que François Soudan ne peut pas venir en France et dire aux Français que si on est à 8% de chômeurs, ce n'est pas la faute de François Hollande. C'est possible que ce ne soit pas la faute de François Hollande. Mais n'empêche, c'est la responsabilité de François Hollande. Pourquoi il a pris le pouvoir? Donc chez nous aussi, c'est la responsabilité de Sassou. Hier, c'était celle de Lissouba. Et avant, celle de Yombi, de Ngwabi, de Massamadeba ou de Youlou, de régler ces questions de construction de l'identité nationale, de construction de l'État, de mettre en place une fonction publique et de gérer le territoire national. Il ne suffit pas d'avoir un territoire pour avoir un État, hein, ça aussi il faut qu'on sorte ça de la tête. Il ne suffit pas d'avoir un peuple pour avoir un État. Les Palestiniens ont un territoire, il y a une population, il y a même un gouvernement, mais on n'a jamais parlé de l'État palestinien. Pourquoi? Mais parce que l'État c'est un autre, c'est quelque chose de plus complexe que cela. Et nos aînés n'ont pas pris le temps après les indépendances de réfléchir autour de la construction nationale et de la construction de l'État. Au contraire, chacun a voulu jouer avec sa tribu, sa région, pour manipuler le pouvoir. Au lieu de se dire, tiens, peu importe d'où je viens, mais mon sentiment le plus profond, c'est comment construire un Congo moderne. Comment faire que chaque Congolais, il puisse circuler du nord au sud, de l'ouest à l'est, sans être inquiété parce qu'on est tous Congolais. Je voyais tout récemment sur Internet de nombreuses personnes dire « Je suis fier d'être Congolais » après le meeting du boulevard des Armées. Mais reste à définir, c'est quoi le Congolais? Et on passe de l'État traditionnel, hein, de la situation traditionnelle vers le modernisme, parce qu'on a des leviers. La science. Mais la science passe par où? Par l'école. Parce que l'école est le seul lieu, aujourd'hui encore, où on peut former, où on peut construire, bâtir, structurer la nation. Parce que tous ceux qui vont à l'école, tous les enfants congolais qui vont à l'école, quand ils arrivent au lycée, ils se définissent comme congolais parce qu'on sait ce qu'on a enseigné à ces enfants-là. Pas seulement Victor Hugo, mais c'est quoi? Qui sommes-nous? La carte est là. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? C'est quoi notre projet? Où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi le chemin qu'on veut emprunter? Et aujourd'hui, force est de constater que très peu sont des hommes politiques capables de répondre à ces questions-là. Comment ils veulent construire la nation congolaise de demain? Comment construire l'État de demain? Et quelles sont les missions de l'État chez nous? Parce que dans ce que je vous explique, si chaque président se retranche dans sa culture, au nom de quoi Denis Sassou Nguesso qui est de la cuvette, peut-il s'enrichir du pétrole qui est dans le Kwilu? Au nom de quoi Henri Nzombo peut faire des forêts du Niari sa propriété? Au nom de quoi? Quel est le contrat social et le contrat politique? Le contrat, c'est quoi? C'est que dans le Kwilu, il y a le pétrole. Peu importe celui qui est président. La règle du jeu, c'est que la richesse générée par le pétrole puisse servir au développement de Pointe-Noire et il y a un surplus qu'on peut prendre pour injecter à gauche et à droite.
Mais si vous allez à Oyo, vous verrez que Oyo est plus propre même qu'Ouando, qui est le chef-lieu de la région ou du département. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, si nous ne dépassons pas la culture, si nous n'allons pas au-delà de la culture d'appartenance pour construire la culture nationale, croyez-moi, tout ce que nous allons faire va échouer. Parce que la tribu, l'ethnie ne peut pas suffire à gérer tout un pays. Il n'y a qu'une chose, c'est la nation. Et d'ailleurs, Monseigneur Kombo disait, le cadre est national. Et moi, je suis triste quand j'entends beaucoup de militaires au Congo. Oh, mais c'est les militaires de Sassouman, on s'en fiche. Que le militaire appartient à la nation. Et la question de la nation, c'est une question qui doit être mise sur la table. Tout le monde parle autour du changement de la Constitution. Mais croyez-moi, ce que je suis en train de vous expliquer, on peut changer 1000 fois les constitutions au Congo, le problème restera, puisque depuis les indépendances, nous avons ce problème-là. Le problème de dire c'est quoi le Congolais, en quoi on est tous Congolais. Et on est tous Congolais parce que chacun doit jouir de la richesse du Congo, point. Après, celui qui est enseignant, celui qui est médecin, chacun a sa place. Or, aujourd'hui, ce qui prime chez nous, c'est le débrouillardisme. Hein, chacun se débrouille, on ne sait plus qui est qui fait quoi, la déontologie n'existe plus, le serment d'Hippocrate n'existe plus. Dès que quelqu'un est malade, ce qui intéresse d'abord le médecin, c'est qu'on lui donne l'argent, avant même de savoir c'est quoi le diagnostic. Voilà. On ne peut pas vivre dans un pays qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de conscience, et dont on ne sait plus quelles sont les règles. Dieu merci qu'on n'a pas beaucoup de cas de suicide. Vous savez, dans un pays, quand on dit l'anarchie, d'accord, quand on dit une société anomique, c'est-à-dire anomique qui n'a pas de normes, mais ce n'est pas parce que la norme, la règle n'existe pas, mais c'est parce que la règle n'est pas intégrée. Et dans une nation, tout le monde a intégré les mêmes règles. La preuve, la salle où nous sommes en train de parler, c'est une salle que les organisateurs ont louée. Mais les organisateurs ne connaissent pas la tête du PDG. Le PDG ne sait même pas qui nous sommes. Mais qu'est-ce qui nous lie? C'est le contrat. Si demain il y a contentieux, il y a des juges spécialisés pour récupérer le contrat et lire la loi. Or, au Congo, regardez le débat autour de la Constitution. C'est comme si tout ce qui compte dans la vie des gens, il faut changer la Constitution. Mais la Constitution nationale, qui va s'occuper de ça? J'ai retenu tout à l'heure, d'ailleurs dans notre Constitution, un article que j'ai trouvé intéressant et que je voudrais lire ici. C'est le titre premier et l'article premier du titre premier de l'État et de la souveraineté. L'article dit « Le Congo est un État souverain, indivisible, laïque, social et démocrate. » C'est bien, mais qui est le spécialiste de l'État au Congo? C'est-à-dire qui a théorisé l'État au Congo? Qui a dit ce que c'est l'État? Est-ce que Denis Sassou Nguesso ou les autres hommes politiques congolais peuvent nous expliquer c'est quoi l'État? Quand on dit un État, l'Ouyalou. Mais c'est quoi l'Ouyalou? Qui a vu la tête de l'État? Comment l'État s'exprime dans la vie de tout le monde? Si quelqu'un qui naît, qui ne va pas à l'école, personne n'intervient. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'expérience en Allemagne, où dès que quelqu'un ne sort pas de chez lui, l'État le rappelle à l'ordre. Au Congo, quelqu'un peut naître, il ne va pas à l'école, il n'a jamais travaillé, il vit de ce qu'il vit, peu importe, jusqu'à sa mort, l'État ignore carrément son existence. L'État ignore carrément son existence. Alors, en quoi cette personne, si on lui pose demain la question, c'est quoi l'État? Il ne sait pas. Et d'ailleurs, je vous donne un conseil. Lisez Une saison au Congo d'Aimé Césaire. Une saison au Congo, il parle de l'indépendance du Congo Léopoldville qui deviendra le Zaïre. Alors, à un moment donné, dans cette pièce de théâtre, les gens vont à l'aéroport pour accueillir Lumumba, parce qu'on a dit que Lumumba revient avec l'indépendance. Et les gens sont étonnés de voir Patrice Lumumba descendre seul de l'avion sans indépendance. Et j'étais un peu déçu. Lumumba, il est allé chercher l'indépendance, non? On dit oui, mais là il descend seul, l'indépendance est où? Donc, c'est ça. Ça veut dire quoi quand on dit l'État? Ça veut dire quoi quand on dit nous sommes un État souverain? Qu'est-ce que la souveraineté nationale? Quel est le professeur en philosophie politique, en droit,
même le mathématicien, peu importe le Congolais, qui a défini au Congo ce que c'est la souveraineté nationale? Quand on dit le Congo est un État laïque, d'accord? C'est quoi le problème avec la religion au Congo pour qu'on soit obligé d'écrire dans la Constitution que le Congo est un État laïque? C'est quoi le problème avec la religion? Les religions n'ont jamais influencé le pouvoir au Congo. Sauf Youlou qui était président. Depuis que Youlou a quitté le pouvoir, les religions ne se sont jamais intéressées à la conquête du pouvoir. Les religions n'ont jamais influencé l'enseignement public. On n'a jamais vu un prêtre congolais prendre la parole en disant désormais il faut que, avant chaque cours, il faut réciter le Notre Père et se signer. Personne. Alors, pourquoi on met dans la Constitution qu'on a un État laïque? Peut-être parce qu'il fait venir des musulmans, je n'en sais rien. Et donc il a peur lui-même. C'est quoi? Et donc, chaque article de la Constitution doit être débattu, pas seulement nous dire on va changer la Constitution ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Et puis, le Congo est un État social et démocrate, d'accord? Mais est-ce qu'il fait le lien entre social et socialisme, socialisme bantou, sociodémocrate? Pourquoi ceux qui ont écrit la Constitution, et d'ailleurs pourquoi les députés qui ont voté pour la Constitution, et pourquoi le président qui promulgue la Constitution, pourquoi tous ont validé le fait qu'on dise que le Congo est un État social et démocrate? Dans un État social, les familles vivent de quoi? Parce que la Constitution, c'est le premier contrat social d'un État. Tout à l'heure, je vous disais, mais c'est quoi le lien entre tous ces départements? Eh bien, le lien est fondé par la Constitution. C'est-à-dire, nous sommes tous Congolais parce qu'on reconnaît tous la Constitution comme étant notre contrat social. Mais comment on fait vivre ce contrat social? C'est par des différents textes de loi en lien avec la Constitution qui viennent structurer la vie de la société. Or, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu une seule loi sociale et démocrate au Congo. Ni proposée par, en tant que projet par le gouvernement, ni proposée en tant que proposition de loi par les parlementaires. Et d'ailleurs, sans dire son nom, j'ai suivi une parlementaire fille du président qui dans la même phrase disait « Je vais faire une proposition de loi et dans ce projet de loi, je tiendrai compte des veuves. » Est-ce qu'elle a compris? Parce que c'est un peu schizophrène, hein, ce qu'elle a dit. Parce qu'un député ne peut pas parler à la fois de projet de loi et de proposition de la loi. Alors elle choisit. Soit elle fait un projet de loi, donc elle est au gouvernement, soit elle fait une proposition de loi, donc elle est au Parlement. On ne peut pas à la fois faire un projet de loi et une proposition de la loi. Non, ça c'est confusion de genre, et voilà, là où nous en sommes aujourd'hui. Si nous reconnaissons tous que nous sommes dans cette société et que la Constitution c'est l'acte fondamental, c'est-à-dire c'est le contrat de base que nous avons entre nous, et en quoi une seule personne peut se dire qu'il n'y a que lui qui peut incarner ça. Mais dans ce cas, on fracture l'unité nationale et chaque tribu se recroqueville sur elle-même et refuse l'autorité de ce monsieur qui se dit il n'y a que moi. Peu importe son nom, hein. Je ne parle pas seulement de Denis Sassou Nguesso, mais je vous dis que c'est comme ça que les États se sont construits. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'en Europe, en France par exemple, la Révolution française a arrêté la royauté. Parce que si nous sommes tous citoyens, et que dans le contrat social, on reconnaît l'autorité d'une institution, au nom de quoi une seule famille doit incarner cette institution? Si cette famille s'impose, et bien dans ce cas, nous, les Likwala, nous les Sanga, nous les Kwilu, nous le Nyari, on ne se reconnaît plus là-dedans. Si on se reconnaît là, c'est parce que c'est les mêmes règles pour tout le monde. Ça, c'est le principe de base d'une nation, d'une république. Sinon, on retombe dans les royaumes, et bien dans ce cas, on arrête. Et même les royaumes, en Europe, on a des, comment on appelle ça, des monarchies parlementaires. L'Angleterre, c'était un royaume, mais ça n'empêche qu'il y a un premier ministre et il y a un gouvernement, la reine, elle est reléguée aux fonctions plutôt honorifiques. Et ça, c'est des questions fondamentales, c'est des questions de base que nous devrons mettre sur la table si nous voulons construire le Congo de demain. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60 en Afrique en général? Les dictatures ont succédé aux dictatures. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a jamais défini qui sommes-nous, que voulons-nous, où allons-nous et quel est le modèle qu'on veut mettre en place. En quoi nous sommes tous burkinabés? En quoi nous sommes tous sénégalais? En quoi nous sommes tous marocains? En quoi nous sommes tous zimbabwéens? Ainsi de suite. Et in fine. Et si ces questions
qui relève de tout le monde, de tous les citoyens, des sociologues, des philosophes, des juristes, des religieux, des enseignants. Si on ne règle pas ces problèmes, croyez-moi, malgré tout ce qu'on va faire, on ne pourra pas avancer parce que nous serons toujours bloqués entre tradition et modernisme. Et comme le modernisme ne nous donne pas des solutions, je vous prends un exemple très simple. Vous avez l'INSA. L'INSA forme des médecins. Certains sortent pour aller se perfectionner. C'est bien pour nous, n'est-ce pas? Mais moi j'ai des amis qui vont au CHU, qui voient des professeurs, pas des professeurs bricolés, mais des professeurs, diplômes obtenus en Occident. La conclusion du professeur: ah mais tu sais jeune homme, ta maladie là, je pense que ton père est en train de te bouffer. Si le médecin au CHU croit à la sorcellerie et pense que le citoyen est malade à cause de la sorcellerie, mon Dieu, Hippocrate doit se retourner dans sa tombe. Donc déjà, le professeur en médecine pense que sa science est incapable, mais c'est la sorcellerie qui va régler le problème. Donc, on oriente les gens vers des féticheurs. Mais c'est incroyable. Et vous voulez que le Congo devienne un pays émergent avec la sorcellerie? Mais la sorcellerie, elle était où quand la traite négrière a commencé? La sorcellerie ne nous a pas protégés de la colonisation. C'est la science qui domine aujourd'hui. Pour le moment, c'est la science et la technologie. Et la science et la technologie, je crois que c'est Lissouba qui parlait de l'outil. Qu'on l'aime pas, là n'est pas le problème. Mais Lissouba, quand il arrive au Congo, il dit faites attention. Celui qui a l'outil le plus performant, c'est celui-là qui gagne la guerre. Mais Lissouba n'est pas le premier à le savoir. Les historiens le savaient déjà. En histoire, moi j'ai fait le département d'histoire. L'Homo erectus a battu les autres en brèche parce qu'il avait la force et l'outil le plus performant. Et l'homme du Cro-Magnon, qui deviendra, qui va continuer le chemin, c'est parce que lui aussi il va battre les autres en brèche. Aujourd'hui, les Américains dominent pourquoi? Parce qu'ils ont les outils les plus performants, que ce soit en sciences, en économie, en politique, même en culture, pour ne pas parler de l'armée. Et voilà que nous, on explique tout par la science ou, à défaut, la franc-maçonnerie. Oh, tiens, voilà encore un sujet sur lequel on pourrait débattre des heures. La franc-maçonnerie a développé l'Europe par la science, parce que les Rabelais, les Newton, les Pascal, c'est des sciences, c'est des choses qu'ils connaissaient. Mais chez nous, la franc-maçonnerie, non, c'est pour, semble-t-il, devenir riche. Et la preuve, chacun a créé sa loge maçonnique. Sassou Nguesso, grand maître de la loge maçonnique du Congo. Mais le problème de la nation, ce n'est pas le problème de la franc-maçonnerie, c'est le problème de la conscience déjà. Parce que si à l'intérieur de nous, la conscience, c'est ce qui nous relie même à la divinité. Si à l'intérieur de moi, je veux me replier sur ma tribu, c'est que je n'ai bien compris. Le Christ lui-même, quand on lui dit, voilà tes frères sont là, il dit non. Mon peuple, ce sont tous ceux-là qui sont avec moi et prêts à appliquer les lois divines. Mon peuple, ce n'est pas seulement mon frère qui est né avec moi de même mère ou de même père. Et là, on se trompe. Et c'est pour cela que quand on a des pouvoirs qui se replient sur les tribus, c'est dommage, la preuve. Une fois de plus, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, l'unique fois qu'on a vu un président sans mettre dans son gouvernement que les gens de son village, c'est les Souba. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Hein, vous n'avez pas vu 5-6 personnes de mal. Comment on appelle son village? Vous n'avez pas vu hein, tout le règne, tout le temps où il est resté là, Tigidi. Non, on n'a pas eu 2 personnes de Tigidi au gouvernement. On n'a même pas eu de Banzabi. Hein, en dehors de lui, je crois le Banzabi qui est entré au gouvernement, il était ministre des Sports. Voilà. Donc, si nous ne travaillons pas sur nous-mêmes, si nous ne développons pas à l'intérieur de nous ce qu'on appelle la conscience, la conscience comme cet élément que d'ailleurs Emmanuel Kant, quand il parle de la théorie de la connaissance, il dit nous avons, comment on appelle ça, une connaissance éphémère. On voit des images, comme un peu dans le mythe de Sisyphe. On voit des représentations. Mais pour arriver à la véritable connaissance du Congo, il faut élever son niveau de conscience. Et la franc-maçonnerie devrait aider les hommes politiques congolais à élever leur niveau de conscience. J'ai fait politique internationale, mais quand je les écoute parler, je me demande, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Tout à l'heure, je vous parlais du président qui invite les gens et qui parle dans sa langue maternelle, et on est content de diffuser ça. Mais montrez ça à François Hollande, vous allez voir. Montrez ça à n'importe quel professeur d'université ou à n'importe quel homme politique, qu'il soit Besançonneau ou même aux États-Unis, vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Les professeurs chinois nous disaient, mais vous voulez quoi, vous les Africains?
regardez le comportement de vos chefs d'État. En fait, vous voulez quoi? Même la science, j'ai des amis avec lesquels je parle, ils me parlent d'un comportement des banques. Quand vous expliquez, ah mais tu sais, au Congo, non, la banque, c'est la banque. Vous prenez la directrice de la Banque fédérale américaine, vous la nommez directrice de la banque française, elle sera gérée parce qu'une banque centrale est une banque centrale. Il n'y a pas des règles de banque centrale africaine et des règles de banque centrale occidentale. Tant que nous allons raisonner comme ça, nous allons confirmer que la différence entre le blanc et le noir, c'est une différence de nature et non pas de degré. Et le risque, c'est que si on est dans une différence de nature, c'est que nous sommes proches de la nature, donc du sauvage, du barbare, et eux, ils sont proches de la divinité. Mais si on dit que c'est une différence seulement de degré d'élévation, ça veut dire que si nous rectifions notre comportement, on élève de degrés, on peut même les dépasser. Mais ça, quelqu'un qui ne vit pas dans la conscience consciente, il ne peut pas arriver à ce niveau de raisonnement. Et nos chefs d'État, c'est plus des bagarreurs que des gens qui élèvent leur conscience. Regardez depuis les années 60, ils ont passé leur temps à faire quoi? À se battre. À se battre entre eux. Ils n'ont rien fait d'autre. Vous prenez l'histoire du Congo, jusqu'aujourd'hui, ils passent leur temps à se casser la gueule. Et nous, on ne peut pas rester là, la nouvelle génération, à les applaudir, alors qu'ils sont en train de nous sacrifier la vie. Et c'est pour cela que d'ailleurs, dans l'invitation, je proposais même qu'on parle de la question de l'alternance générationnelle. Pourquoi je le propose? Mais parce que cette génération, c'est une génération qui a été formée, la génération des Sassou et autres, de Sassou, les Tister Tikaya, les Kolela, peu importe le nom que vous, les Yomi, les Ange Edouard Pungui, c'est une génération formée par l'école coloniale. D'accord? Et vous savez ce que l'école coloniale a demandé aux gens? D'être au service de la métropole. Et ce n'est pas étonnant que les chefs d'État africains ont été au service de la France-Afrique. C'est normal, c'est ce qu'on leur a dit à l'école. Même s'ils ont eu des diplômes de mathématiques, de finance, d'économie, mais leur inconscient, leur subconscient a gardé dans la tête ce complexe parce qu'ils ont été préparés pour servir l'Europe. C'est comme ça que l'école coloniale a fonctionné. Et donc, il faut une nouvelle génération, une génération qui a envie de développer l'Afrique, qui a soif de l'unité nationale pour que nous puissions avancer. Mais si nous continuons avec le même, après 2016, j'ai vu même au défi de mettre au pouvoir quelqu'un qui a 70 ans et vous verrez ce qu'il va faire, peu importe le département d'où il vient. Je vous mets au défi. Peu importe le département congolais d'où il vient, quelqu'un de plus de 60, de la génération de Sassou, peu importe le département, vous le mettez là, il va nous faire la même chose parce que sa structure mentale est fabriquée pour se comporter comme ça. Je ne voudrais pas parler du déterminisme chez cette génération, mais ils ont un comportement de bagarreur parce que le blanc colonisateur a été très violent avec eux. Il faut savoir que De Brazza, il a été viré par le gouvernement français parce qu'il était très, comment on appelle ça, violent envers les Congolais à l'époque. Le Congo démocratique, Léopoldville, qu'on appelait l'État indépendant du Congo, le roi Léopold II a failli tuer tout le monde. Et ça, ce n'est pas une plaisanterie. En 5-10 ans, la population de l'État indépendant du Congo avait baissé de moitié. Au point où la Belgique était obligée de réagir. Il y a eu des mouvements en Europe qui commençaient à s'agiter. Et donc, par la suite, l'État indépendant du Congo, donc l'ex-Zaïre, n'était plus la colonie, parce qu'au début, c'est la colonie personnelle de Léopold, le roi Léopold II. Et c'est devenu la colonie de la Belgique par la suite, parce que les dégâts étaient tels que, mais regardez sur Internet, vous avez des photos, quand quelqu'un refusait d'obéir, on coupait un bras, et s'il refusait encore, on coupait d'autres bras. Le nombre d'handicapés que Léopold a laissé au Congo-Kinshasa, c'est incroyable. Et donc, quand les Mobutu arrivent, vous pensez, ils ont appris quoi? Ils ont appris quoi? Ils ont appris la violence du colonisateur, de leur maître. Donc si nous ne changeons pas, même de génération, croyez-moi, le Congo, comme l'Afrique, court à la catastrophe. Parce que c'est une génération de bagarreurs, de brigands, de violents, parce que c'est comme ça qu'ils ont été formés. On dit en français, dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Parce que dès lors, d'ailleurs, écoutez les hommes d'État occidentaux, Barack Obama, Cameron ou Hollande ou Merkel, quand ils ont des actes terroristes chez eux, qu'est-ce qu'ils disent? Comment les enfants qui sont nés chez nous, n'est-ce pas, qui sont allés à l'école chez nous, peuvent se comporter comme ça? Mais c'est peut-être, les Sassou ne comprennent pas de quoi ils parlent. Évidemment, dès lors qu'ils sont nés en Occident, qu'ils ont été éduqués, fabriqués, construits, civilisés selon le modèle occidental,
ils ne peuvent plus se comporter comme ça. Donc cela veut dire que nos chefs d'État qui sont nés à l'époque coloniale, qui ont été à l'école coloniale, c'est comme ça qu'ils ont été construits, fabriqués. Une voiture ne va pas voler parce qu'on va mettre plus de turbo, ça restera une voiture. Donc cette catégorie-là, en tout cas la génération de nos grands-parents et nos parents, faites ce que vous voulez, vous les laissez là, ils vont passer leur temps à se battre, ils vont passer leur temps à se faire la guerre et ils vont faire perdre du temps à la nouvelle génération et aux jeunes. C'est pour cela que 2016, ce n'est pas seulement une question de changer Denis Sassou Nguesso qui est arrivé au terme de ces 2 mandats, mais c'est aussi changer toute une génération. Et croyez-moi, dans la génération de ceux qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, encore 60 ans, vous avez des gens qui sont capables de gérer le pays. Et qu'on arrête de nous dire que seul Sassou Nguesso peut le faire. Ce qui ne m'a pas plu, c'est de lire Théophile Obenga sur Zengamambo, qui dit Sassou est le seul à pouvoir commander ce pays. Sassou n'a jamais été à l'université. Il est capable, mais lui, Théophile Obenga, qui a été, c'est quand même un grand professeur, hein, ça il faut le reconnaître, c'est parmi les grands professeurs d'histoire au monde. Mais lui se dit incapable, mais c'est Sassou qui est capable. Ça, c'est quand même étonnant. Ce que vous avez étudié à l'école, c'est ça qui est la vérité, comme disent les Ivoiriens. Quand on dit pi égale à 3,14, que tu étudies ça au Congo, en Europe ou aux États-Unis, ça restera pi égale à 3,14. Mettez-vous en tête qu'une voiture, vous savez comment est fabriquée une voiture ou un avion? Les pièces viennent de Chine. En Europe, on ne fait plus que l'assemblage. Prenez Airbus. Il y a une partie qui est fabriquée en Allemagne, en Espagne, et une autre partie en France et en Angleterre. 4 pays. Mais sauf que quand c'est les Chinois qui les commandent, les Chinois veulent que certaines parties soient fabriquées chez eux pour créer de l'emploi. Alors, comment en rassemblant toutes les pièces, ça colle? Mais parce que c'est la science. Et la science est universelle. Alors, comment pouvez-vous dire au Congo, ah, chez nous c'est comme ça? Mais c'est comme ça, c'est comment? C'est selon les villes. Ah, chez nous c'est comme ça. Comme ça par rapport à quoi? Par rapport au Likwala. Ah, chez nous c'est comme ça. Par rapport à Oyo. Et c'est comme ça qu'on nous a produit un recensement administratif qui montre que les zones de forêt sont devenues plus peuplées que les zones de savane. Attendez, quel est le géographe qui vous a enseigné ça? C'est quand même incroyable. Et on va discuter de ça. On va discuter d'un recensement administratif qui dit que la forêt devient plus peuplée que la savane. Mais ce n'est pas. Et là, on renforce quoi? Le tribalisme. Parce que dès lors que quelqu'un va dire ça, ah, il est tribaliste. Mais non, soyons sérieux. Dans aucun pays du monde, aucun, Sassou ne citera pas un seul pays au monde où on trouve plus de gens dans les zones de forêt que dans les zones de savane ou dans les zones de plaine. Et là, le président est le premier à susciter le tribalisme, puisque la finalité, c'est quoi? Les gens vont réagir. Après, un conseil, en tout cas, jeune frère, un conseil. Si quelqu'un veut tricher aux élections, c'est son problème. Mais ne trichez jamais avec la science. Parce que la science, vous savez d'où vient la science? La science vient de Dieu. Et le premier scientifique, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée l'homme. Et il le crée où? Et c'est ce que disent les francs-maçons, dans son laboratoire. Et dans le laboratoire de Dieu, quand il crée, il a quoi? Il a son matériel, il a l'équerre, il a le compas, il a sa règle. Et c'est pour cela que nos corps physiques sont bien proportionnés. Dès lors que le corps physique, un organe du corps est disproportionné, on tombe malade. Que ce soit le diabète, que ce soit le cancer, peu importe. Si j'ai une tête grosse comme la tête d'éléphant alors que j'ai un petit corps, je ne peux même pas me mettre debout. Puisqu'à chaque fois que je me mettrai debout, je vais tomber. Donc Dieu, c'est le premier scientifique. Celui qui triche avec la science, il est en train de pécher. Il est en train de tricher avec Dieu. C'est pour cela que, dans l'Antiquité, la science, la philosophie, l'art et la religion, c'était une même chose. Et c'est progressivement, quand vous étudiez les sciences humaines et sociales, hein, il y a une chronologie, on dit en telle année, telle science s'est détachée. En telle période, telle spécialité s'est détachée. Donc, si la science vient de Dieu, mais comment peut-on dire des choses qui sont complètement ahurissantes? Et quand je vois ce débat autour du recensement administratif, ça me rend triste. Et je dis souvent aux jeunes frères, je dis, mais où voulons-nous aller avec notre pays? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Même le Christ, citez-moi une loi humaine que le Christ a violée. Aucune.
Il est né d'une femme, comme tout le monde. Et il est mort un jour, comme tout le monde. Donc, même le Christ respecte les lois de Dieu, parce que le Christ sait qu'il y a un lien intrinsèque entre les lois divines et les lois humaines. Et nous tombons malades parce que nous ne respectons pas les lois divines. Et regardez que pour une histoire assez simple, on va peut-être sacrifier ce beau pays que nous avons tous, quoi. Et aujourd'hui, comment construire une conscience nationale pour que les gens comprennent que c'est très éphémère, cette histoire du pouvoir. Parce que si le pays est bien géré et que chacun a sa place, après, qu'est-ce qui reste du pouvoir? Qu'est-ce qui reste du pouvoir? Si chacun a sa place. Quelqu'un qui va à l'école, qui étudie, qui finit ses études, qui trouve un emploi. Maintenant, s'il a des compétences politiques, il ira faire la politique. S'il n'a pas des compétences politiques, le reste ne l'intéresse pas. Et nous sommes tous accrochés à cette question de pouvoir, mais c'est parce que, pour le moment, en Afrique, depuis les indépendances jusqu'à nos jours, aujourd'hui, ça fait 55 ans, eh ben, il n'y a aucune réflexion autour de l'État, aucune réflexion autour de la nation, aucune réflexion autour de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait valeur de la République. Pour donner des exemples concrets, dès lors qu'un homme du poulet au pouvoir, le pouvoir est au pouls. Dès lors que c'est un homme de la cuvette, le pouvoir est au nord. Dès lors que c'est un homme du Niari, les Nigolèques. Donc, mais tout ça, c'est parce que nous n'avons pas le courage de regarder d'où nous venons, notre histoire, et de dire, à un moment donné, ça s'est mal passé, ça suffit. Et comment faire pour que nous puissions tous, chacun, avoir sa place en fonction de ce que le pays peut nous proposer comme données. Et puis, il faut que nous soyons pour le pays, pour le développement du pays. Peu importe si cela est favorable à ma poche ou pas. Mais c'est ça qu'on appelle aussi le citoyen. C'est ça qu'on appelle le responsable. Or, nous avons des responsables. Je ne sais plus à qui je répondais. Je ne sais plus si c'est Alain à quoi là, puisque je réponds souvent au discours. Peu importe, hein, celui qui parle, je mets souvent des commentaires. Et je me demande, mais ce monsieur, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Parce qu'il dit, oui, le président Sassou a l'avantage d'avoir donné aux Congolais une identité. Mais on l'a vu tout à l'heure. Mais quelle identité? Comment il définit cette identité? Citez-moi un pays qui n'investit pas pour son école et qui a une identité nationale. L'identité nationale viendra d'où? Des gens qui ne peuvent même pas travailler. La question de l'intégration sociale, la question que vous soulevez tout à l'heure de l'aide aux familles. Nous ne sommes pas une société intégrée. Parce qu'une société intégrée, c'est une société dans laquelle chacun a sa place. Si je n'ai pas étudié, si je n'ai pas des bons diplômes, s'il y a le chômage, eh ben, je ne trouverai pas du travail. Mais si j'ai fait des études qu'il fallait, j'ai eu la chance d'avoir une orientation qui crée de l'emploi, hein, comme on le dit souvent, il y a des secteurs créatifs de l'emploi. Là, j'aurai mon job. Mais la prochaine fois, je vous amènerai ce magazine de Jeune Afrique. Il y a combien de barrages hydroélectriques au Congo? Non, des barrages hydroélectriques ou de construction thermique. Vous comptez au moins une vingtaine. Mais si vous prenez les statistiques du Congo, vous verrez que depuis les années 60, on est toujours à 5% d'électricité dans les villages et à 25% d'électricité dans les villes. Alors, je ne comprends pas. On ne cesse de construire des stades, des routes, des maisons, de ceci. Mais sauf que, vous regardez d'année en année des statistiques validées même par l'État congolais. 70% des Congolais n'ont pas toujours accès à la richesse créée par le Congo. Il est où le problème? C'est que c'est une méthode qui ne marche pas. Et donc c'est une génération qui a failli. C'est une génération qui a échoué. Alors dites-moi maintenant, au mois de juillet 2016, au nom de quoi, moi, citoyen congolais, je vais voter pour un candidat qui a 70 ans? Peu importe d'où il vient. Et faites attention. Et ça, je le dis à la jeunesse à la fois africaine, mais surtout à la jeunesse congolaise. Tous ces jeunes Congolais ne peuvent pas sortir dans la rue pour qu'en juillet 2016, voter pour quelqu'un qui a plus de 70 ans. Peu importe qu'il vienne de la Likwala, de la Sanga, de la Cuvette, ou du Niari, ou du Pulou. C'est aussi autour. Attendez, on a eu le barbecue jeunesse panafricaine, je ne sais pas si vous étiez là. Je disais aux gens, mais Marien Ngouabi prend le pouvoir au Congo. Il a quoi? 33 ans, il n'a aucun diplôme universitaire. Sassou Nguesso qui le succède, il a 37 ans, aucun diplôme universitaire. Et donc, quelqu'un qui a 45 ans, qui a un doctorat, il ne peut pas prendre le pouvoir. Il ne peut pas.
Quelqu'un qui enseigne à la fac des sciences, ou même qui est maître, professeur au collège, donc il ne peut pas. Donc eux, ils avaient quoi de plus? Ils étaient des êtres supérieurs. Voilà. Donc, mais ça, c'est à la jeunesse de se dire qu'à compter de maintenant, les jeunes doivent prendre d'assaut, s'ils veulent vraiment moderniser le Congo, puisque c'est eux qui pourront moderniser le Congo. Le cerveau de nos parents, de nos grands-parents a été fabriqué par l'homme blanc. Vous savez, John Locke nous dit qu'à la naissance, l'âme est une tabula rasa. C'est-à-dire que l'âme est, c'est-à-dire c'est vide. La famille met l'éducation familiale, hein, les habitudes de la famille, et l'État, par le biais de l'école et de l'université, ajoute, parce que ça sera un citoyen. Eux, ils ont fait l'école coloniale. Et l'école coloniale était là pour fabriquer des cadres moyens ou inférieurs au service de la colonisation, c'est-à-dire de la métropole. Donc ce qu'ils ont fait jusque-là, c'est normal. C'est ce qu'on leur a demandé. Leurs maîtres leur ont enseigné ça. Mais nous, nos maîtres nous ont enseigné l'art pour développer le Congo. Donc c'est maintenant à nous de prendre les affaires. Ce n'est plus aux gens de se... Non, ça c'est fini. Laissez tomber. En tout cas, mettez à la place de Sassou, mettez un homme de sa génération. Vous allez voir. En tout cas, mettez un homme de... Peu importe où vous allez le chercher. Mettez un homme de la génération de Sassou à la place de Sassou en 2016. Et 2016, il va faire quoi? 7 ans? Donc jusqu'en 2024. En 2024, on va se retrouver ici pour faire le point. On va reparler des mêmes choses. Parce qu'il n'aura rien fait. Donc voilà, en tout cas, ce que je souhaitais, mais vraiment partager avec vous. Non pas pour dire que c'est une parole d'évangile. Non, là n'est pas mon propos. Mais pour inviter quand même les jeunes à la réflexion, parce que je suis très télé, très internet pour m'informer, et j'ai été aussi touché par le printemps arabe, tout ce qui s'est passé au Burkina Faso. Qui vous voyez dans la rue, ce ne sont pas les gens de 70 ans. D'accord? Ces gens-là, ils attendent que les jeunes ont tout fait, chasser les dictateurs, pour courir et dire gouvernement d'union nationale. Non, c'est maintenant nous qui allons décider du gouvernement d'union nationale de demain. Et c'est ça que les jeunes doivent se dire. Nous ne sommes pas sortis dans la rue, chasser pour le dictateur, pour qu'ils viennent vite. Ah non, nous avons un parti. Que les jeunes prennent d'assaut les partis politiques. PCT, UPDS, MCDD, peu importe les partis politiques. Que les jeunes prennent d'assaut ces partis-là. Quand les partis font les congrès, quand ils font des réunions, ils sont là, ils ont le droit d'être candidats, eh bien, ils deviennent responsables des structures. Parce que nous avons aussi ce complexe traditionnel, puisque c'est pour ça que moi, alors ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas qu'on vienne me parler de tradition, parce que c'est perpétré, toujours, l'adulte a toujours raison, le plus grand a toujours raison. Donc s'ils avaient raison, on serait loin sur le plan économique, on serait loin sur le plan de la nation. 55 ans, ils ont eu 55 ans, ils n'ont rien fait. Et aujourd'hui, on va dire encore, ils ont toujours raison. Comment? Dieu, le scientifique, le premier scientifique, lisait la Bible. Qu'est-ce qui est écrit? Au premier jour, il crée le ciel et la terre. Et lisait toujours les dernières phrases de chaque chapitre. Il a vu que c'était bon. Et il s'est reposé. Il a vu. Ça veut dire quoi? L'expérimentation. Or, quand on expérimente, ils ont tous échoué. Regardez l'état dans lequel nous laisse l'Afrique. Même Dieu expérimente ce qu'il a lui-même créé. Chaque jour, il dit, il a vu que c'était bon. Il s'est reposé une nuit, un jour, le deuxième jour. Même quand il a créé l'homme, il a vu, on dit toujours, il a vu que c'était bon. Donc si Dieu, dans son laboratoire, lui qui est le Tout-Puissant, prend du recul pour observer, expérimenter et vérifier si ce qu'il a créé c'était bon, parce que imaginez que si Dieu avait dit à un moment donné, ah non, 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 c'est pas bon, il allait détruire. Or, il a dit c'était bon. Donc, la religion n'est pas contre nous. Les seuls qui sont contre nous, c'est cette génération qui a passé son temps à se battre que de s'occuper des problèmes de l'État, des problèmes de la nation, que de s'occuper de la vie des gens. Ça, c'est ce qui ne marche pas. Nous sommes des hommes de forêt, nos enfants s'assoient par terre à l'école. Quelle conscience nous avons? Parce qu'un homme politique qui ne peut pas rassurer sa population, qui ne peut pas répondre aux attentes de sa population, mais il quitte le pouvoir. Il quitte le pouvoir. Je vous ai dit que même Dieu vérifie, il va, il voit lui-même, il dit, ah tiens, c'est bon. Mais nos chefs d'État, peu importe hein, lequel, ils voient quoi? Ils vérifient quoi? Donc, sachez une chose, c'est que ayez confiance à ce que vous avez étudié. Moi, j'ai eu comme professeur Théophile Obenga, j'ai eu comme professeur Abraham Dingambo,
j'ai eu comme professeur Essa Komba, même au lycée. Les Yvonne Norbert Gambert, les Gambou, les Abandounou, ils nous disaient toujours ce que nous vous enseignons. Allez dans le monde entier, personne ne vous dira que ce qu'on a enseigné est faux. Et c'est vrai, j'ai étudié en Chine, j'ai étudié à Paris 5 ici, jamais on m'a dit que cet argument que vous avancez, c'est faux. Et pourtant, c'est à Malé Wabi que j'ai appris ça. Donc, ayez confiance à ce que vous avez étudié. Moi, j'ai confiance à ce que j'ai étudié. Parce que quand les gens disent, oui, mais si ça ne se trouve pas, qui peut gérer le Congo? Mais avant, ça se le Congo n'était pas géré. Et le jour où ça se va mourir, le Congo ne sera plus géré. Mobutu est où? Mais en son âme, je ne suis pas en train de l'insulter, mais j'ai dit seulement, le Congo vaut plus que nous tous, y compris Denis Sassou Nguesso. Le Congo vaut plus que nous tous, y compris Denis Sassou Nguesso, y compris tous les leaders politiques congolais. Si nous qui sommes de cette génération, nous partons du principe que seule la nation compte, et bien seul un discours national nous intéresse. Mais si nous partons du principe que seul le Congo compte, et bien celui qui a fini son mandat, il part. En tout cas, s'il avait la solution, on serait loin. Et si cette génération avait la solution, on serait très loin. Ils ont eu 55 ans, ils n'ont pas pu. Aujourd'hui, si vous avez un combat, le seul conseil que je vous donne, si vous avez un combat, c'est le combat du Congo. Et pour cela, vérifiez toujours deux choses. L'âge de la personne, son parcours académique et professionnel. Parce qu'à avoir aussi des gens qui n'ont rien compris de l'État, un président qui vient qui dit, mais écoutez, s'il y a du chômage, on est un pays sous-développé, qui lui a dit ça? Il a étudié ça où? Il a appris ça où? Le sous-développement, c'est une théorie qui date des indépendances. Puisqu'il fallait classer ces jeunes États qui viennent de naître, eh bien, comme nous nous sommes développés, et d'ailleurs, regardez la représentation de la carte du monde, hein, les pays du Nord, ce n'est pas seulement le Nord géographique. Les pays qui sont en haut, proches de Dieu. Donc, eux, ils sont proches de Dieu. Ça veut dire qu'économiquement, ils sont toujours proches de Dieu. Culturellement, ils sont toujours proches de Dieu. Et nous, nous sommes des pays du Sud. Mais le Sud, c'est aussi le bas. C'est aussi proche de quoi? De la nature. C'est-à-dire ceux qui sont encore plus ou moins déterminés par le biologique et le génétique. Parce qu'eux, en haut, ils sont déterminés par la science. Puisque la science est de Dieu. Alors, est-ce qu'on va accepter ça? Jusqu'à quand? Ou, aujourd'hui, on est décidé de changer les choses. Nous avons deux exemples. Barack Obama qui arrive président des États-Unis. Ça ne donne pas les idées aux Africains. De dire, mais finalement, nous tous, yes, we can.